Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alex Debec au micro d'Audace. Alex, c'est le chef des opérations chez QNT, une marque belge de compléments alimentaires que vous connaissez peut-être déjà ou que je suis sûre vous allez découvrir avec beaucoup d'intérêt après cet épisode. C'est Fabien Debec, le papa d'Alex, qui a fondé QNT il y a maintenant plus de 30 ans. Et aujourd'hui, c'est une vraie success story belge avec une présence dans plus de 55 pays à travers le monde. Dans cet épisode, Alex nous raconte son parcours de vie avec beaucoup de sincérité, son enfance à Charleroi, son départ en internat à 14 ans en Suisse, suivi par des études à Londres et la création de sa première boîte dans le marketing d'influence. Ensuite, il rentre en Belgique pour reprendre, aux côtés de son père, les rênes de l'entreprise familiale. On parle dans cet épisode des défis que représente une telle transmission, de délégation et même d'innovation. Tout ça en gardant une vision profondément humaine, enracinée dans des valeurs fortes, la famille, la qualité et l'ancrage belge. On aborde aussi le marketing, les réseaux sociaux, l'équilibre de vie et bien sûr la nutrition. Parce que chez QNT, chaque produit est conçu avec soin, validé pour sa qualité et son goût. Je vous le dis franchement, depuis que j'ai découvert leur snack protéiné, je ne les quitte plus. Parce que oui, intégrer des protéines dans sa routine, que ce soit après le sport, en collation ou en snack de dépannage, peut vraiment faire la différence. Les protéines soutiennent la récupération musculaire, favorisent la satiété et aident à stabiliser l'énergie tout au long de la journée. Et quand en plus c'est bon, franchement c'est encore mieux. Personnellement, j'ai totalement adopté les snacks protéinés QNT. C'est vraiment pratique et facile à glisser dans son sac à main. J'ai eu la chance d'en goûter une belle variété et j'ai tout aimé. Donc franchement, si vous cherchez une marque de confiance, foncez chez QNT. Je vous laisse écouter l'épisode que j'ai fait avec Alex. Franchement, j'ai adoré notre conversation. Si vous testez les produits QNT et que vous ne connaissez pas encore, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Votre avis m'intéresse beaucoup. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Alex. Bonjour Chloé. Merci de me recevoir. On est dans un endroit absolument sublime. Franchement, c'est tout ce que j'aime. C'est décoré avec style, c'est haut plafond, typiquement une maison bruxelloise. Écoute, j'ai essayé de te faire plaisir, trouver un lieu à la hauteur de tes attentes. Donc, C'est sublime. Franchement, t'as coché toutes les cases. Écoute, ravie de te recevoir aujourd'hui dans le podcast. Alex, je vais te laisser te présenter dans les termes que tu veux. Parfait. Commençons par là, parce que j'ai plein de questions et j'ai envie qu'on plonge dedans, mais j'aime bien savoir d'où vient mon invité, quel genre d'enfant il était et un petit peu, en quelques termes, ton éducation, les valeurs que tu as reçues. Parfait. Alors, Alex Debec, j'ai 30 ans. Je suis né à Charleroi. Je le mentionne parce qu'on est très fiers de nos valeurs, Carolo. Ah. J'ai une enfance assez atypique où dès le plus jeune âge, mes parents se sont séparés, donc la famille a été coupée en deux. Où je suis parti vivre avec ma mère et mon frère avec mon père. On est une petite famille. De là, on a énormément voyagé, de par le boulot de mes parents, de par être un peu curieux de voyager un petit peu à l'étranger. À 14 ans, je suis parti de la Belgique pour aller dans un internat en Suisse. Donc là, c'était vraiment le grand changement de ma vie. J'ai eu le choix. Mes parents m'ont dit, est-ce que tu veux partir ou pas? J'ai eu le choix. Et à l'époque, j'ai décidé de partir parce que c'était une rupture amoureuse. À 14 ans? À 14 ans. Donc pour moi, c'était la fin du monde et je me suis dit, ok, nouveau tournant. Ok. Sans ton frère, t'es parti seul? En fait, mon frère est parti avant. Ok, c'est ça. Donc il avait la première expérience en Suisse et moi, je l'ai suivi. Ton grand frère. Voilà, mon grand frère. Donc je fais mon internat en Suisse où je poursuis mon baccalauréat français. Je rencontre des personnes en Suisse extraordinaires, des quatre coins du monde. Vraiment, ça m'a permis d'avoir une vraie ouverture d'esprit où tu viens de Charleroi où c'est quand même plus petite ville, Charleroi. Donc j'arrive en Suisse dans un monde complètement différent de Charleroi où grâce à ce réseau en Suisse, j'ai pu être connecté avec des gens vraiment des quatre coins du continent. Et ça m'a permis vraiment de me donner envie de découvrir des choses nouvelles, d'apprendre des nouvelles choses et de dire, il n'y a pas qu'en Belgique, ça me permet d'ouvrir une ouverture d'esprit. De là, je fais mon bac français avec mention bien. Donc ça c'est bien. J'étais pas le plus studieux, mais j'arrivais à tirer mon épingle du jeu. Et de là, à 18 ans, je me dis, qu'est-ce que je fais? Donc, on sort d'une bonne école en Suisse avec un bon bac. Donc, techniquement, j'ai toutes les portes qui s'ouvrent à moi.
Pour moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs où j'ai un père qui a, on va parler après, fait une très belle histoire, très entrepreneur. Je me suis dit qu'est-ce que je fais? Donc naturellement, je me dirige vers des écoles de business et je choisis Londres. Donc je pars à Londres à 18 ans. Donc il faut dire que je pars de la Belgique à 14 ans. Je reviens pas en Belgique, je vais directement à Londres. Tes parents, ils sont où à ce moment-là? Quand tu vas en Suisse, Belgique. Eux, ils restent en Belgique. En Belgique. Ok. Tout à fait. Et ton frère, quand toi tu finis tes études en Suisse, il est où? Il est à Londres. Lui, il est à Londres. Tu suis, il va en faire quand même. Oui et non. Continue. Mais oui. Donc je pars à Londres. De là, je fais le cursus un peu traditionnel. Pour moi, qui me semblait une évidence, je fais un bachelor en management, donc 4 ans dans une école à Londres internationale. Je poursuis sur un master de 2 ans, parce que à Londres c'est 2 ans. Donc je fais 6 ans de business à Londres. Et à Londres, c'est une ville incroyable. C'est une ville qui m'a permis de également rencontrer tellement de gens dynamiques. Tout ce que tu veux faire à Londres est possible. Il y a pas de limite. Tu veux manger un restaurant indien, tu veux manger un restaurant péruvien, un restaurant, tu peux tout faire dans ta vie et on va jamais te juger. C'est ça que j'ai bien aimé à Londres, où en Belgique on va plus te juger si t'es un peu différent, si tu parles différemment, si t'as des idées qui sont peut-être trop assumées. Là à Londres, tu veux le faire, tu le fais. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Parallèlement à mon master, j'ai ouvert ma première boîte à Londres. Si mes recherches sont bonnes, c'est Neogram, London. Tout à fait, Neogram. Tu peux nous en dire plus? Ah bah oui. C'était quoi cette boîte? À 100%. Donc pendant, on va dire la fin de mon master, donc j'ai pas fini mon master, on ouvre une boîte avec mon meilleur ami Neogram à 23 ans, et c'est une boîte d'influence marketing. Bon, peut-être qu'aujourd'hui les influences marketing, il y en a plein, mais à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. C'était un peu innovateur. Et ce qui est génial... Il y a 7 ans. Il y a plus ou moins 7 ans, oui. Ouais. Et ce qui est génial avec des pays comme Londres, enfin comme l'Angleterre, c'est que une boîte, tu peux l'ouvrir en 2 heures. C'est pas comme en Belgique, tu dois passer devant le notaire, mettre de l'argent, c'est compliqué, il y a plein de barrières. À Londres, si tu as envie, si tu veux juste tenter l'expérience, prendre du risque, tu l'ouvres. Donc tu vas directement sur Internet, tu ouvres ta boîte, en 2 heures, elle est créée. Donc on a créé cette boîte avec mon meilleur ami. Et pour nous, c'était une évidence dans le sens où il vient aussi d'un milieu très entrepreneur, famille entrepreneur du côté de la France. On s'est dit, on va le faire nous-mêmes. Ouais, on n'a pas besoin de nos parents. On peut le faire. On a été à l'école, nos parents nous ont aidés à aller à l'école, l'université. Maintenant, c'est bon. Donc on s'est lancé. C'était pas facile au début parce qu'on s'est vraiment lancé tout seul. C'était quoi les défis? Se faire connaître, structurer la boîte. Les défis, c'est que tu as tout à faire. Même si on a nos parents sur le côté qui peuvent nous aider, on était dans un mindset où on voulait faire tout par nous-mêmes. Et le moins demandé possible à nos parents. On voulait vraiment prouver à nos parents que on pouvait le faire nous-mêmes comme nos parents l'ont fait précédemment. Et évidemment, quand tu lances ta boîte à Londres, 23 ans, pas d'expérience, tu te prends des claques, quoi. Et des claques, des revers dans tous les sens. Mais c'est important de se prendre des claques. C'est grâce à ces claques-là, et parfois on se prenait des claques, on se disait bon, on va tout arrêter. Ben non, le lendemain on continue, résilience, on attaque, et ça nous a forgé. Donc on a fait ça pendant 1 an et demi. Ok, full time. Donc vous faisiez que ça, que la boîte. Au début, on était aussi partiellement avec nos masters respectifs, et après full time la boîte. Ouais. Ok. Et comment ça a bien marché? C'est quoi? Pour te donner une idée, on avait une agence d'influenceurs. On avait plus ou moins entre 15 et 20 ambassadeurs influenceurs dans nos portfolios. Et on présentait ces profils, ces talents à des marques de luxe, des marques de cosmétiques, pour piloter leur campagne digitale et aussi créer du contenu pour eux. Donc on avait une approche vraiment 360. Bien. Et ça marchait bien, mais c'était quand même très compétitif. Mais c'était un peu en dents de scie. Parfois on avait des gros contrats, ça marchait. Parfois on avait plus de contrats. Mais de manière générale, oui, on est quand même extrêmement content de ce parcours. Pourquoi changer? Quel a été le déclic? Évidemment, moi j'étais parti à 14 ans de la Belgique, loin de mes parents. Et au bout d'un an et demi, tu devais avoir quoi, 24, 25 ans? Oui, exactement. J'aurais 24, 25, oui. À un moment donné, je suis tout. Si on reprend l'entreprise familiale QNT, je suis né dedans, je vis dedans, même si je travaille pas dedans activement, c'est partie du bébé. C'est vraiment au centre de la famille, c'est QNT.
Et pour moi, c'était pas une évidence que j'allais revenir parce que je voulais me montrer, je voulais me faire mes preuves et arriver peut-être en force. Mais à un moment donné, j'étais à Londres, ça marchait bien, ça marchait pas comme on voulait l'entreprise, mais ça marchait quand même bien. Et c'était une évidence que naturellement, j'étais attiré vers la Belgique. Oui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, j'ai fait 50-50 où je suis revenu en Belgique, où j'ai 50% de mon temps, c'était sur QNT, 50% c'était sur Neogram. Pendant 6 mois, ça a fonctionné, mais à un moment donné, quand t'es pas physiquement sur place pour faire ton business, ça marche plus. Mmh. Et ton associé, là, à ce moment-là, était toujours basé à Londres? En fait, mon associé m'a suivi. Ah! Il a fait le même schéma, donc il est venu chez QNT également Ah, OK, tu et rejoint. on a fait le même schéma. Mais Et il fallait faire un choix. à un moment donné, c'est compliqué de gérer une entreprise à distance. Mmh. Si tu veux te donner à 100%, surtout dans une jeune entreprise, Mmh. c'est hyper compliqué. C'est vrai que sur le papier, tu te dis Londres, c'est pas loin, c'est 2 heures, en Eurostar et cetera. Mais c'est vrai que toi, tu l'as vécu et il y a quand même un frein, quoi. Oui, il faut être physiquement, il faut rencontrer les gens, il Mmh. faut tu peux Oui, piloter à distance si tu as des équipes, Mmh. si c'est fait de manière stratégique, mais si tu es une jeune entreprise start-up où tu as vraiment besoin des fondateurs qui sont là pour booster la boîte au quotidien, c'est compliqué. Mmh. Donc on a décidé de céder nos parts et voilà. Voilà. OK, donc l'aventure QNT commence pour toi. Exactement. Enfin, est-ce que tu te souviens, maintenant on va parler de la boîte, j'ai plein de questions, c'est une boîte familiale et Oui. ça m'amène plein de questions. Est-ce que tu te souviens de la conversation que tu as avec ton papa par rapport à cette boîte? Hem, c'est ce moment où ça a été acté que tu rentres et que tu rejoins la compagnie, familiale? Heu, Pas vraiment. Donc c'était, de C'est facto, d'office, Alex allait rejoindre à un moment donné la boîte dans sa carrière? C'était comme une évidence pour toute la Pour tout le monde. pour toute la famille de Beck. En fait, pour mieux resituer le profil de mon père qui est le fondateur de QNT, heu, mon père, il y a 2 choses dans sa vie qui comptent, Mmh. c'est sa boîte et sa famille. Mmh. C'est tout. C'est tout. Donc pour lui, c'est un peu comme une évidence et pour nous aussi, au quotidien, on était, confrontés, on était, dans QNT, on partait souvent en voyage d'affaires pour QNT, donc les partenaires de QNT, c'était nos amis, donc tout était vraiment, ultra mélangé. Ça qui est peut-être un peu compliqué parce qu'il y avait plus de perso, plus de privé, Mmh. enfin de professionnel, tout était vraiment mélangé et ça s'est fait naturellement, en fait. C'est voilà, c'est vraiment, il y a pas eu de déclic. Mmh. On va dire le déclic, c'est quand j'ai décidé de revenir en Belgique et après, ça se fait hyper Oui. rapidement où, Tu as pas commencé à chercher un taf à ah côté, tu as pas non, oui, c'était évident mais que si je revenais en Belgique, ouais. je cherche un taf sur le côté, je pense que mon père l'aurait pris comme une trahison. Raconte-nous un peu la genèse du projet pour ton papa. Quand est-ce qu'il a fondé ça? Comment il a fait? Et quelle était la vision qu'il avait pour QNT? Alors, QNT, c'est une marque belge. Ouais. Donc ça, c'est hyper important. Ouais. On est fiers de nos valeurs familiales à 100%. Elle est détenue à 100% par la famille de Beck. Tout a commencé par, un passionné de sport, mon père, Fabien de Beck. Il y a 35 ans, pas un sou en poche, vraiment d'un milieu, extrêmement pauvre et il a commencé un peu comme une histoire à la Apple, hein. On Mmh. va, le fameux garage où, Steve Jobs est dans son garage, mon père pareil, il trouve une marque de compléments alimentaires et avec un petit peu d'argent, il achète, il revend, il achète, il revend et à un moment donné, waouh, ça explose. Bon, à la base, les compléments alimentaires, c'était vraiment populaire aux États-Unis, et en Europe un peu moins. Donc mon père, il sent le filon, Mmh. voilà, sportif de niveau, c'est sa passion, il adore. Voilà, c'est vraiment, vraiment une passion. Il commence à faire du business, il a l'envie, il a la dalle, et puis tout va très vite, tout va très vite. Et maintenant, 35 ans après, on est quand même fiers d'une entreprise belge qui a commencé dans un garage. On exporte dans 60 pays à travers le monde, pas uniquement en Europe, hein, partout dans tous les continents. On a 300 produits, dans le portfolio, bien divisés en différentes gammes de produits pour chaque, cible consommateur. Et on est stocké dans les plus grandes enseignes, telles que Carrefour, Colruyt, Leclerc, Medi-Market, Decat, donc voilà un peu l'histoire. Mais, on garde notre ADN d'entreprise familiale. Ça, c'est vraiment la clé du succès. Et on garde aussi cet ADN de toujours, avoir ce côté, heu, il faut s'imaginer que mon père, c'est un ancien sportif de haut niveau. Il a Mmh. créé une marque, donc cette marque doit être, en adéquation avec ses valeurs, d'avoir des produits clean, produits sains, respectueux pour, le consommateur. Donc depuis 35 ans, même de conduite, ADN familial avec des produits de qualitatifs. Oui. Comment tu décrirais QNT au public? Alors,
QNT au public, entreprise familiale. Actuellement, QNT, on va dire qu'on vient d'un milieu sportif qui était plutôt niche. QNT, c'est une marque qui réussit chaque fois à être très proactive, à voir les tendances du marché, à toujours évoluer. On est comme un paquebot, mais assez. On peut prendre des décisions assez rapidement. Et aujourd'hui, pour que les consommateurs comprennent, c'est qu'on a vraiment une réponse pour tout le monde. On a évidemment 2 gammes de produits distinctes. Oui. On a la gamme Métapure, ça c'est la gamme historique, c'est le carburant des sportifs. Voilà, dans la gamme Métapure, le sportif, il va tout trouver ce qu'il veut, tous les produits. Voilà, on a vraiment cette gamme-là, elle est complète. Et après, on a la nouvelle gamme de produits QNT Life, qui est notre gamme de produits vraiment grand public. On l'a introduit il y a 6 ans, c'est un carton. C'est vraiment c'est ce qui véhicule la croissance de QNT actuellement. C'est pour tout le monde, c'est pour monsieur et madame tout le monde qui veulent prendre soin de leur quotidien, qui veulent améliorer leur performance. Voilà, c'est vraiment assez large. Donc voilà, QNT c'est ces 2 gammes distinctes pour le moment, oui. Moi, entre parenthèses, j'ai été personal trainer et c'est vrai que QNT, moi, j'utilisais. Mais il y a 7 ans. J'ai commencé à 8 ans en PT. Okay. Et QNT, j'utilisais. Mais c'est vrai que c'était vendu à l'époque, si je me trompe pas, dans des, tu sais, ces boutiques de bodybuilders très sombres où t'es là tous par entrée et t'as vraiment des gros packs. Où tous les produits font peur. Voilà, exactement. Mais c'était le but à l'époque. Hein. C'était oui, c'est ça. Ça touchait un public très cible, très niche. Exactement. Mais non, on le retrouve partout et ça devient vraiment ton allié bien-être, ton allié minceur, ton allié énergie au quotidien. Bien sûr. Comment vous avez réussi à changer cette mentalité chez les consommateurs? Ça, c'est une première, c'est une de mes fiertés chez QNT où, tu sais, compagnie historique, on était principalement consommé par un public niche, salle de sport. C'était le marché le voulait. Hein. Oui. Et donc ça, je te parle avant Covid, donc il y a plus ou moins 6-7 ans. On sentait déjà à l'époque une certaine tendance où il y avait un autre public qui était aussi demandeur pour des produits protéinés, produits sportifs, mais que la barrière, on va dire, de communication, la barrière des packaging actuels de l'offre des produits sportifs, elle était très, c'est des peaux noires, ça fait un peu peur. Donc le produit n'était pas vraiment adapté à la nouvelle type de consommation qui était friande. Donc on s'est dit, on va sortir les pots de protéines des salles de sport. Oui. Évidemment, on les garde. Hein. On va trouver un moyen pour rendre ces produits plus accessibles à un consommateur qui est demandeur. Donc, on a en 2017, on a lancé une gamme de produits qui étaient les débuts de QNT Life. C'était le Light Digest. C'était une poudre protéinée dans un sachet 500 grammes, ultra gourmande, qui faisait pas peur. T'avais vraiment envie de le consommer et ça rendait le produit, ça te fait du bien. Ça te donne vraiment, ça faisait pas peur. Donc, on était les premiers en Belgique à avoir sorti un produit qui était vraiment destiné au grand public et le premier aussi à l'avoir mis dans la grande distribution. Comment vous avez fait? Decathlon, c'est un partenaire, on est là depuis 30 ans. Okay. Donc en Belgique, on est pas qu'en Belgique, on est chez Decathlon aussi un peu partout dans le monde, hein, au Chili, en Angleterre, en Suisse, un peu partout. Donc, mais Decathlon, c'est plus pour les sportifs. Donc, les consommateurs de Decathlon étaient assez satisfaits avec l'assortiment historique de QNT. Voilà, c'est sportif, quelqu'un, il va chez Decathlon pour des produits. Mais chez Carrefour, il faut d'autres produits, il faut un autre angle, il faut réfléchir, même le type de packaging, des pots, ça rentre pas dans les rayons. Il y avait plein de choses qu'on avait étudiées. Et donc, on a repensé un peu notre offre, tout en gardant la même ADN de QNT, produits qualitatifs, respectueuses, allégés en sucre, teneur protéines assez élevée. Et on est arrivé avec vraiment un produit innovant actuel, enfin à l'époque. Et on a dit à Carrefour, voilà, on a expliqué un peu notre case study et on était les premiers à mettre vraiment un pot de protéines entre les tomates et la farine. Ouais. Et le mettre, c'est une chose, mais que ça fonctionne, c'est une autre chose. Et ça a vraiment été un carton plein. Ah oui, et comment, à part des actions concrètes, vous êtes allé en boutique, je sais pas, éduquer le consommateur, faire des dégustations, comment concrètement vous avez pu rendre ça plus accessible ou en tout cas le vendre? La demande était déjà présente. Ah oui, c'est ça. La demande était déjà présente. Il faut se dire que moi je prends souvent le marché, on va dire, il y a une maturité du marché. Et l'Europe est un marché qui allait qui était en train de devenir de plus en plus mature par rapport aux produits protéinés. Et c'était juste une question de positionnement, avoir un bon produit qui était vraiment ciblé pour un consommateur plus général.
et repositionner ce produit-là et le mettre dans son quotidien de tous les jours. Et le consommateur, peut-être comme toi, tu vas faire tes courses tout le temps et la protéine, ça te parlait, mais peut-être que tu avais une barrière parce que tu voyais des gros pots noirs ou tu n'étais pas très à l'aise. Le packaging, tu comprenais pas exactement ça servait à quoi. Là, on a rendu le processus d'utilisation beaucoup plus simple. Quels sont les avantages et les défis pour toi de travailler en famille? Ouf. Attends, tu peux nous refaire un peu le schéma? Ton papa est toujours actif dans l'entreprise aujourd'hui? Oui, à 100%. Il est CEO. Oui. Toi, tu es COO. Exactement. Chief Operation Officer. Exactement. Raconte-nous un peu comment ça se passe, la hiérarchie. Enfin, comment vous trouvez votre place? Alors, mon père est CEO fondateur. Il est toujours impliqué à 3000%, on va dire ça comme ça. Je cherche un petit pourcentage, 70%, non, 3000. 3000%, okay. il est passionné comme moi. Mon frère fait partie aussi du board de QNT. On a un board à 3. Il n'est pas dans l'opérationnel, mais il est là pour les grosses prises de décision stratégiques de la boîte. Et mon père, on va dire, qui s'occupe plus de toute la partie production et gérer aussi les filiales internationales, piloter. Moi, je m'occupe chez QNT de la partie de la grande distribution, où mon but, c'est de mettre les produits chez des Colruyt, chez des Carrefour, chez des Delhaize, Leclerc, pas non plus en Belgique, mais partout dans le monde, et aussi la partie marketing digital avec mon équipe. Une force de travailler en famille, c'est la confiance totale. Si bien sûr on est dans le même mindset. Oui, vous œuvrez pour la même cause. Ouais. Voilà, mais ça je te rassure, on est à 100% alignés là-dessus. On se fait confiance à 1000%, et en fait on peut grandir plus facilement parce que chacun peut vraiment avoir des postes stratégiques. On investit dans les postes stratégiques, on y va et on se fait confiance. Et tu sais que le plus important des entreprises, c'est les gens qui la gèrent. Voilà. Donc travailler en famille, ça nous a permis de développer le business plus rapidement. Ton papa a vu un shift entre lui qui était tout seul et puis vous. Mais bien sûr, mais bien sûr. Mon père, au début, faisait tout seul. Puis déléguer, en fait. Au début, il n'arrivait pas à déléguer. Il n'arrivait pas. Tu sais, quand tu viens de rien et que 1 euro, c'est 1 euro et que tu travailles toute ta vie et que c'est ton petit bébé, et le bébé il grandit. Et à un moment donné, évidemment, il a essayé de déléguer, ça n'a pas fonctionné parce que malheureusement, il est tombé sur une mauvaise personne. Mais évidemment, chez QNT, on a des collaborateurs exceptionnels, mais pour déléguer à des postes stratégiques, c'est plus compliqué. Et moi, je suis arrivé naturellement dans l'entreprise. J'ai prouvé, pas par mon nom, mais par mes actions, que je pouvais avoir des postes stratégiques. Et on a commencé à déléguer, à se scinder le business et à grandir l'entreprise à 2. Et oui, ça c'est un plus. Et c'est pour ça que les entreprises familiales, ça perdure d'année en année, de génération en génération. Bon, après, il y a un revers aussi de la médaille. J'allais te demander, parce que j'ai prouvé, donc je me suis dit, est-ce que c'est plus dur d'être le fils du fondateur et qu'on pense un petit peu que c'est acquis, tu vois? Bien sûr. Est-ce que pour toi, c'est une pression supplémentaire qui te booste pour faire plus, pour prouver que tu as ta place? Ou au contraire, c'est plutôt, je suis tranquille, j'ai ma position, de toute façon, papa est là? Ouais, non, surtout pas. Surtout pas. J'imaginais bien. Non, ça c'est. Mais c'est sûr que les collaborateurs de QNT, ils vont le juger, ils vont dire bon, il y a un autre de Beck qui arrive, on va regarder un petit peu, on va le juger. Donc la moindre erreur, on va m'attendre au tournant. Donc il faut vraiment prouver sa prise de position, pas par le nom, mais par ses actions. Voilà, c'est hyper important, montrer une rigueur de travail aussi, savoir prendre des positions, savoir à un moment donné s'affirmer avec des gens qui sont là depuis 30 ans. Donc ça c'est pas facile, mais je l'ai fait assez bien et là je le vois maintenant que j'ai le respect total des collaborateurs. On avance sereinement main dans la main et bon ça c'était une chose hyper importante pour moi. Une autre chose qui est compliquée de travailler en famille, c'est de scinder le boulot et la vie perso. Ça, clairement, j'ai encore du mal actuellement où il y a plus de vie perso, il y a plus de boulot, tout est mixé en permanence. Durant les dîners de famille, on parle boulot. Donc ça, pour la famille, c'est compliqué parce qu'on parle tout le temps boulot. Quand on a un problème au boulot, indirectement, ça se met sur le perso. Donc c'est important de pouvoir scinder. Ton père, il a jamais réussi à scinder que toi, tu rentres dans un poste à haute responsabilité, je comprends que tu sois investi à 100%. Et qu'une fois que ça tourne, peut-être qu'à un moment donné dans ta carrière, surtout quand tu prends plus de l'âge ou que tu as une famille et des enfants, peut-être tu te dis, écoute, on va mettre une barrière. Tu sais, Chloé, je vais te dire directement, dans le business, si tu lâches
un petit peu la pression, les autres derrière ils te bouffent. Et c'est comme ça. D'autant plus actuellement avec la démocratisation des produits protéinés, il y a tellement de startups, il y a tout le monde qui lance des produits. Si tu lâches la pression, ta boîte elle va diminuer et tu vas te faire bouffer. Donc non. Et après c'est ce qui l'anime. Il a 62 balais et puis c'est ça. Il se réveille le matin et il pense boulot. C'est comme moi. C'est même plus. Ça fait partie de notre quotidien. Ça fait partie de notre quotidien. Depuis ton arrivée chez QNT, de quoi t'es le plus fier aujourd'hui? Ça, je vais rebondir sur ce que je t'ai dit précédemment, où on a réussi vraiment à sortir le rebrand un peu de la marque. Exactement, à sortir ce produit qui était à la base un produit niche, où on l'a réussi à le rebrander, le repositionner comme un produit plutôt qui était pas uniquement niche, mais pour monsieur et madame tout le monde. Donc ça, c'était un choix assez stratégique qu'on a pris en 2018, mais où je suis quand même assez fier de moi, c'est que c'est pas facile de dire à son père en 2018 papa, il faut tout changer dans la marque. Tout ce que tu as créé précédemment, tu sais, ça va être compliqué pour le futur. Je sais bien que tu es attaché à ton historique et tes valeurs. C'est plus du tout d'actualité. Ouais, comment ça? Donc, c'était quand même un travail. Comment il a réagi? Au début, c'était compliqué, il comprenait pas. Et la force de QNT aussi, c'est que mon père est toujours, il se remet toujours en question. Il comprend aussi qu'il a un certain âge et que moi je suis arrivé dans la boîte avec une vision beaucoup plus jeune et qu'il faut se rajeunir de manière continuelle. Voilà, il y a que les cons qui changent pas d'avis. Donc si à un moment donné tu restes bloqué dans l'historique, tu vas mourir. Donc on a fait des grandes discussions, je lui ai présenté pas mal de projets et on s'est fait accompagner d'une agence en Belgique, Wimont de Mort. C'était, je pense, la meilleure agence en Belgique et qui nous accompagnait dans cette transition. Et oui, ça a été essentiel et ça a été un grand succès. Ouais. Ouais. Je rebondis dessus parce que tu parles justement d'une agence qui vous a aidé pour repenser le branding de QNT. Quel rôle jouent les réseaux sociaux et l'influence pour vous dans votre stratégie actuellement? Écoute, si je te dirais que ça joue aucun rôle, je serais à côté de mes plaques. Surtout avec ta première boîte, on peut se dire tu viens aussi avec cette connaissance-là du marché de marketing, d'influence et de l'impact que ça a sur les consommateurs, sur sur l'achat. Ah oui, mais à 100%. Mais ça n'a pas été facile chez QNT parce qu'à la base, on est une boîte B2B. Donc, encore actuelle. B2B, ça veut dire que tu revends à des revendeurs, en fait. Ouais. Genre Decathlon, et eux revendent. Exactement. Ça, okay. Donc on vend pas directement aux consommateurs. B2C, ouais, voilà. Donc quand une boîte B2B, le marketing d'influence, le marketing digital de manière générale est moins important dans la stratégie. Donc à la base on est une boîte B2B où 95% du chiffre d'affaires est encore actuellement B2B. Moi j'arrive avec ma vision, avec mon expérience de ma boîte précédente et à l'heure actuelle, je suis fier de dire que 70% des investissements marketing c'est dans le digital. Et c'est hyper important. Dont l'e-commerce, j'imagine, parce que B2C, j'imagine qu'on achète via le site directement. Oui. Ça, c'est faisable. Oui, ça existait avant toi? Ça existait. On avait un petit site qui est ça tournait un peu, quoi. Ouais, c'était pas vraiment optimisé. Ouais, c'était pas vraiment optimisé. Donc ça existait, mais c'était juste là pour dire on a un site. Voilà, un site plus vitrine où tu as des informations sur les produits et ça servait beaucoup B2B pour dire c'est quoi ce produit-là avec les key facts. Mais actuellement oui, on a un site e-commerce qui tourne bien. On est en train on est en train de changer de site avec une nouvelle agence partenaire parce que on est en train de grandir. Investir dans le digital, c'est hyper important. Quand on voit le nombre d'heures que les jeunes consomment les réseaux sociaux au quotidien, les nouvelles plateformes comme TikTok, ça qui a été créé il y a 4-5 ans, c'est la plateforme, je pense, numéro 1. C'est évident que pour QNT, dans une marque où on vend des produits protéinés ultra tendance, qu'on doit investir dans le digital. Aussi bien via nos ambassadeurs, via les créateurs de contenu, pour parler à notre communauté, pour être présent, pour donner envie. Et le but de QNT, c'est que les gens achètent pas de la whey protéine, achètent chez QNT de la whey protéine. Ça, c'est le but. Que les gens se sentent vraiment attachés à la marque, à l'ADN, aux valeurs de la marque. Quand tu penses QNT, est-ce que tu visualises un homme, une femme qui représente parfaitement l'ADN QNT? C'est une question un peu plus compliquée parce qu'on a quand même énormément de produits et différentes gammes de produits. Mais on va dire le cheval de bataille actuellement, c'est la QNT Life. Donc c'est un homme actif qui va au sport, nomade, qui est toujours un petit peu pressé, qui va à la salle 2-3 fois par semaine. C'est pas le plus grand sportif, mais il aime bien être in shape.
avoir sa petite barre de protéines sous le coude. Donc ça, c'est un peu la personnification de QNT, du persona idéal. On a peut-être parlé un petit peu, mais quels sont pour toi aujourd'hui les plus grands défis que tu vois dans la croissance de QNT? Alors, les plus grands défis, c'est que donc post-Covid, les produits protéinés explosent. Oui, j'imagine. C'est même du n'importe quoi. Je vais t'expliquer. Maintenant, actuellement, on remarque et on voit dans les commerces d'alimentation, supermarchés, stations d'essence, un peu partout, tout le monde lance des produits protéinés. Il y a des jeunes startups avec aucune ADN qui sortent sur la tendance. Tu as des gros groupes industriels, Nestlé, Danone, qui sortent des produits protéinés. Tu as des marques comme des supermarchés qui sortent des produits protéinés. Tu as des nouveaux acteurs. Donc ça veut dire qu'on arrive dans un milieu ultra compétitif où à l'époque, on était un peu les seuls dans notre domaine d'activité avec quelques acteurs qu'on connaissait. Où maintenant, tout le monde propose des produits protéinés, mais n'ont pas vraiment la même éthique et la même valeur que nous, on a depuis 35 ans. Donc le but, c'est de vraiment rester avec nos valeurs, à savoir des produits qualitatifs, toujours qualitatifs, avec la même ADN de QNT. Tu sais, mon père, tous les produits qui sortent de l'usine, mais il les teste. Tout, c'est systématique, parce que savoir est-ce que c'est bon, là, c'est systématique. On veut pas sacrifier notre qualité. Et toute cette demande qui augmente, t'imagines bien que le prix de la matière première, de la protéine, elle augmente aussi. Voilà. Nous, notre protéine, c'est 90%, ça vient du lait, parce que c'est de la whey protéine. Le nombre de vaches, tu peux pas le faire x2, x3, comme la demande. Donc, le prix, il explose. Donc, c'est-à-dire que tous ces nouveaux acteurs, ils font quoi? La qualité, ils mettent de côté. Ouais, c'est ça, ils cassent les prix. Ils cassent les prix. Et ça veut dire que nous, on doit essayer de concurrencer des produits similaires pour le consommateur, mais au final, à l'intérieur, tu as un produit qui met plein de merde et nous, on a un produit qualitatif. Donc ça, c'est très compliqué. Donc ça, c'est un peu la bataille au quotidien de comment garder nos valeurs avec des produits qualitatifs tout en restant compétitifs avec la pression des prix. Donc ça, c'est le gros défi ça, c'est un gros défi. Et donc vous êtes déjà à l'international, mais vous expandez encore plus. C'est une de vos targets, une de vos cibles, oui. Bien sûr. Du coup, la semaine dernière, j'étais à Bangkok pour le salon Taifex. En fait, c'est des salons de consommation, grande consommation rapide. Il y en a un peu partout au monde. On fait ce type de salon en Europe, au Middle East. Mais là, il était important pour moi de voir un peu le marché asiatique, qui est un énorme marché en plein boom. Donc oui, notre but, c'est toujours d'évoluer, de pénétrer davantage de marchés où on n'est pas présent, de cibler un peu les tendances, d'être dans les first movers et d'arriver avec nos produits, avec la même offre. Oui, évidemment. Quelle est pour toi la plus grosse difficulté à ta fonction aujourd'hui de CEO? La gestion du temps. Ah, j'avais pensé que tu allais dire la gestion des gens. Management. Ouf, mais en number 2, ce serait la gestion du management aussi. Non, du temps, parce que si j'étais tout seul dans ma vie, je travaillerais 24 heures sur 24. Honnêtement, ça me plaît, mais je suis quelqu'un de bon vivant aussi. Hein. J'aime bien de lâcher la pression de temps en temps, mais essayer de trouver du temps, essayer de trouver du temps aussi pour sa famille, pour ses amis. Donc ça, c'est compliqué parce que je suis passionné par mon boulot et je veux toujours travailler. Moi, lire un mail, c'est pas travailler. Voilà, travailler, c'est derrière l'ordinateur, faire un truc que j'aime pas. Donc ça, la gestion du temps, c'est compliqué. Le management, je pense, c'est une partie de mon business qui est très compliquée. C'est très très compliqué parce que il faut savoir gérer les équipes, motiver les équipes au quotidien. Le recrutement, c'est difficile pour toi? Bon, mais évidemment, on a un département RH chez QNT qui s'occupe du recrutement. Moi, pour mon équipe sur Bruxelles dans le digital, c'est moi qui suis en front line pour le recrutement. C'est pas À l'époque, c'était plus compliqué parce qu'on était dans un business niche, donc moins compris par les gens. Maintenant, dans un business très, on va dire, très tendance. Donc, c'est tendance d'avoir un pot de protéines ou un shake protéine à la main. Les gens, voilà, c'est très lifestyle. 100%. On a pris le bon tournant aussi. Donc, non, c'est pas compliqué. Et on est en pleine croissance, donc c'est important, nous, de recruter des bonnes personnes. Mais je dirais que c'est compliqué de trouver des bonnes personnes motivées. Voilà, des personnes motivées qui veulent de temps en temps mouiller le maillot, être là, vouloir apprendre. Parfois, il faut aussi leur expliquer, il y a des choses dans le job au day-to-day, des choses qu'on aime bien faire, des choses qu'on n'aime pas bien faire, et des gens aussi qui veulent grandir. Parfois, des gens qui sont juste là pour faire leurs heures et après
Voilà, elle veut pas grandir. Nous, c'est pas trop la philosophie qu'on veut mettre chez QNT. Tu veux grandir, ok, il faudra se donner à fond, mais tu pourras grandir avec nous parce que l'entreprise grandit naturellement. Oui, c'est une entreprise en pleine croissance, donc si jamais d'ailleurs des auditrices ou des auditeurs nous entendent et qu'ils ont envie de spontanément envoyer leur candidature, je mettrai tes coordonnées en barre de description. Avec plaisir. Et les candidatures spontanées, on adore. Ouais. Nous, c'est pas la longueur du CV qui compte, c'est vraiment la personnalité de la personne. J'adore ça. J'aimerais parler un petit peu de ta vie à toi, si tu es d'accord, pour finir l'interview. D'accord. Tu parlais justement de motiver tes équipes. Est-ce qu'il y a des moments où toi, tu trouves démotivé? T'as pas l'air. Mais est-ce que t'as des moments où t'es vraiment au bout du rôle, où là, il faut plus me parler, j'ai besoin d'un jour off, ou j'ai besoin qu'on arrête de me solliciter. Est-ce que t'as ça? Tout le temps. Ok. Comment tu fais pour y remédier? Alors, il faut savoir que moi, mon quotidien, c'est j'arrive assez tôt au bureau. Je suis je me réveille tôt. J'aime être là avant tout le monde pour avoir les idées claires. Mon téléphone, il sonne peut-être 100 fois par jour. Les mails, peut-être 200 mails par jour. Et je suis toujours au quotidien. Une grande partie de mon boulot, c'est résoudre des problèmes. Et quand j'ai un peu de temps, c'est vraiment d'avoir une vision plus stratégique. Et pour souffler ou pour me recentrer ou vraiment faire diminuer la pression, je fais des choses assez simples du quotidien. Je sais pas, je vais promener mon chien avec ma compagne. Ça nous fait du bien. Je mets mon téléphone en mode avion, 2 heures, où je déconnecte complètement. J'ai pas de notification et ça fait du bien. C'est tout con, hein, mais ça permet vraiment de déconnecter, de se recentrer sur les choses simples, ou aller faire les courses, ou vraiment aller au restaurant, ou oui, t'ancrer dans le quotidien, quoi. Exactement. Ça, c'est important. Et évidemment, le sport. J'allais dire, est-ce que toi-même, tu en fais? Ah oui, le sport, j'ai mes 2 activités, voire 3 hebdomadaires, le foot et le squash. Ouais, marrant le squash. J'allais dire paddle plutôt qui est à la mode, mais ok, squash. J'ai fait du squash depuis 15 ans. J'ai commencé en Suisse. Et bizarrement, le paddle, j'aime pas trop. Allez, ok, très bien. Là, il faut être 4, donc trouver 3 personnes motivées, c'est pas toujours évident. Squash, c'était à 2. Ouais, ça me permet de me défouler, quoi. C'est vraiment, c'est tous les mercredis et tous les vendredis. Et le sport, je fais des petites marches. Enfin, le soir, le week-end, je fais des petites marches. Et quand je vais au foot ou au paddle, au squash, je suis un guerrier, quoi. Je lâche toute la pression et j'y vais à 100%. Ça, T'as besoin de cette soupape, quoi. Mais c'est essentiel. Ouais. Ou sinon, tu deviens fou. Ouais. Bon, on a parlé de ton équilibre vie pro vie perso. J'ai bien compris qu'elle n'était pas trop là actuellement. Est-ce que tu tends quand même? Est-ce que tu mets des actions en place pour essayer d'avoir cet équilibre vie perso? Si c'est pas pour toi, peut-être pour ta compagne? Ouais. Tu sais, Chloé, quand t'as une boîte qui a une belle croissance, t'as une boîte familiale, où moi ça me plaît à 100%, j'ai 30 ans, j'ai encore tout à prouver, j'ai pas envie de lever le pied. Donc c'est sûr qu'à un moment donné, c'est peut-être un sacrifice pour ma compagne, pour mes amis. Mais voilà, elle m'a choisi comme ça, je suis comme ça, je changerai pas spécialement. Mais c'est sûr que quand je prends du temps off, mais je fais des petites actions comme tu mets ton téléphone en mode avion, ou tu donnes vraiment 100% de ton temps à une personne. Tu fais tu vas faire des courses, ou tu voyages avec ta compagne, ou des choses. C'est des petites actions du quotidien où tu donnes 100% de ton temps. Donc tu les choisis bien. Mais après au quotidien, oui, je bosse. J'arrêterai jamais de bosser. J'adore ça. Parce que comme je t'ai dit, si j'arrête de bosser, après ça avance pas, les autres ils sont derrière. Mais c'est vraiment choisir des moments de la journée où tu donnes 100% de ton temps à une personne, mais vraiment, hein, pas 100%. Écoute, non, 100% de ton temps, et ça fait la différence. Quelles sont tes habitudes en termes de bien-être? J'imagine que tu consommes QNT tous les jours. Oui. Est-ce qu'il y a des produits, par exemple, que tu pourrais nous recommander pour un lifestyle au quotidien, pour toi un indispensable? Des compléments alimentaires aussi, on en a peu parlé, mais c'est vrai qu'il y a aussi tous des compléments alimentaires que vous avez. Bien sûr, on a 300 produits divisés en 2 gammes de il y a quoi faire. Il y a pour tout objectif, chacun peut se retrouver chez QNT. Moi, je consomme des produits depuis très très longtemps. Parce que même quand j'étais tout petit, mon père, chaque produit, on les fait tester. Qu'est-ce que t'en penses des barres protéinées? Moi, mes essentiels chez QNT, c'est les barres protéinées. D'accord. C'est tellement pratique. J'adore le chocolat. Ça te permet, quand tu as une journée assez chargée où tu n'as pas le temps de manger sainement, tu prends une barre protéinée, 60 grammes, c'est bon. Tu as de la protéine à l'intérieur, tu n'as pas beaucoup de sucre. Et tu peux t'accompagner partout dans ton quotidien, que tu voyages, que tu n'as pas le temps. Donc ça, c'est l'essentiel. Ou après, le matin aussi, je prends un shake protéiné avec... la fameuse Light Digest. Donc mon petit rituel, c'est que je mets cette poudre là protéine dans un shaker, un mixeur. Je mets des glaçons, lait d'avoine, sans sucre.
C'est important parce que parfois les gens ils mettent du lait d'avoine ou du lait de soja, ils me disent: «Ah c'est bon, mais c'est hyper sucré». Non, sans sucre, dans le mixeur et boum, c'est parti. Et ça parfois je le prends comme petit déjeuner. Donc ça c'est un peu mes essentiels. D'accord, très bien. Ton sommeil, tu fais attention? Oui. C'est quoi tes routines? T'as dit que tu te lèves tôt. C'est vrai que moi je suis hyper curieuse de savoir, un petit peu les habitudes de mes invités. Oui. Surtout, toi qui travailles tellement. Quelles sont, ta routine sommeil, tes petits conseils pour bien dormir, malgré des moments, j'imagine, où tu dois cogiter. Ouais. Mais ça, je dois dire que j'ai énormément de chance où, t'es un bébé, tu dors bien. Ouais. Tu te couches, tu dors. Ouais, exactement. Non, mais c'est fou, hein. Alors je côtoie des gens, des entrepreneurs ou même des gens de ma famille où ils arrivent pas à dormir, ils ont de l'insomnie et moi typiquement, bah, ça peut parfois choquer, mais durant la semaine, parfois à 20h, je suis au lit, quoi. Ah ouais, voilà. Ouais, franchement. Non, mais moi, je suis pareil, hein. Je suis Ouais. pareil. Donc, Donc 20h, puis on se lève à 5h. Allez, Ouais. 20h30, on se couche et on se lève à 5h. Bon, 5h parce que t'as des enfants, donc Oui, mais on se lève avant eux pour avoir un temps à nous, Oui, mais oui. parce que naturellement, en fait, t'es reposé. Oui, Donc c'est vrai que t'as l'énergie dès le matin parce qu'en fait, tu dors bien. Exactement. Mais à 20h, t'es fatigué parce que t'es levé à 5h. Donc Exactement. Donc je suis un peu comme toi, donc je me couche assez tôt, je dors assez rapidement, ouais. assez facilement. Bon, parfois évidemment quand j'ai des problèmes ou j'ai des choses qui rentrent dans ma tête, c'est compliqué de parce qu'il y a un problème, tu penses à quelque chose et après tu t'endors pas. Mais de manière générale, je dors vraiment bien et ça je pense que c'est vraiment la clé. Parce que si tu dors évidemment, tu vois, je pense que tout le monde, tous les auditeurs connaissent, quand tu dors mal, tu te réveilles le matin, t'as les idées pas très claires, c'est compliqué, t'es fatigué, alors que quand tu dors bien, t'es rechargé, t'es à bloc et t'attaques la journée d'une façon optimale. Le matin, tu travailles intensément? T'es plutôt du matin? T'es pas du style, du coup, à reprendre ton ordi le soir et à répondre à des mails et cetera jusqu'à 23, minuit, 2h du matin? Mais justement, le sacrifice que je fais, et ça se fait naturellement parce que je suis du matin, c'est travailler plus le matin pour me permettre que je sois plus disponible pour mes proches ou ma compagne le soir. En fin de journée, Ouais. Donc ça, et je préfère le matin aussi. Ouais, pareil. Donc Quel est ton rapport à la nourriture, à l'argent et à ton image? bon, il y a trois sujets. Donc on va dire par rapport à mon image, je suis quelqu'un de assez, je mets pas spécialement en avant, je travaille dans l'ombre. Je préfère que les gens, me jugent sur mes actions, mais plutôt sur ce que je dis. Donc je suis pas la personne qui va me mettre au centre de l'attention et tout. Non, je suis quelqu'un d'assez discret. Mais je fais mon bout de chemin. Par rapport à l'argent, en Belgique, c'est toujours un peu la question qui peut fâcher. Moi, j'ai pas de problème par rapport à l'argent. Je suis né dans une famille où il y a relativement de l'argent. J'aime bien l'argent. Je pense que c'est essentiel l'argent parce que ça te permet d'être libre. Et permet d'être spontané aussi, quelque chose que j'adore. Quand j'ai du temps libre, je suis spontané. Toute ma vie est organisée, boulot où c'est organisé, mais c'est millimétré parce que si t'es pas organisé dans le boulot et au quotidien, t'arriveras pas. Mais dans la vie de tous les jours, je suis très spontané, du style où je vais avec ma compagne, on va à la gare, on dit on sait pas où on va, on prend une destination, boum, on y va et on voit. Et ça me permet vraiment de me reconnecter avec moi. Et l'argent, ça te drive, ça te motive? Bah oui, parce que si t'as pas d'argent, tu peux pas être spontané, tu dois tout planifier, tu peux pas vivre des expériences. Moi, j'ai eu la chance depuis que je suis jeune de voyager partout dans le monde. Je pense que j'ai voyagé peut-être dans 60 pays à travers le monde. Et si t'as la chance de voyager, t'as une ouverture d'esprit qui est incroyable. Tu comprends les gens. Par exemple, moi, quand je suis parti de la Belgique, j'ai toujours des amis qui sont en Belgique, qui ont pas voyagé. Naturellement, je vois qu'il y a un gap. Mais c'est pas péjoratif, mais c'est juste que tu es dans le même canevas avec les mêmes personnes. Alors que si tu voyages, tu rencontres une autre culture, tu rencontres des autres gens, et ça donne envie, ça donne une ouverture d'esprit qui est incroyable. Donc, j'ai pas de problème avec l'argent. Je suis pas la personne qui va montrer son argent ou les choses comme ça. Ça, j'aime pas. Moi, je suis. Voilà, tu dépenses? À part pour les expériences et les voyages, et cetera, tu aimes les belles choses? Oui, mais je suis dans le contrôle aussi. Donc, je fais attention à mon argent, mais aussi je suis pas une personne qui va tout coffrer. Mais je vais mettre une partie pour les dépenses, pour les expériences, qui est important parce que il faut vivre aussi, hein, il faut être bon vivant. Mais après, il faut aussi mettre d'autre côté pour faire attention, pour construire, pour des projets futurs. Voilà. Et la nourriture? La nourriture, j'adore la nourriture. Franchement, j'adore la nourriture. J'adore. Tu cuisines? Pas assez. Pas assez. Heureusement que ma compagne cuisine. Pas assez. Mais j'adore la nourriture. J'adore tout type de nourriture.
que ce soit asiatique, indien, sud-américain, Middle East, africain. J'adore tout. Et salé ou sucré? Je suis plutôt salé. Mmh. Je suis plutôt salé. Mon rapport à la nourriture la semaine, c'est très, je veux dire, c'est de manger assez sainement. Je mange peu. Le matin, je mange pas. Mmh. À midi, parfois, je mange très peu Mmh. et le soir, je mange un peu plus. Mmh. Et la semaine, j'essaie de manger, voilà, des choses assez saines et le week-end, on se fait plaisir. Mmh. Hem, on dit souvent: «Quand on veut, on peut». Qu'est-ce que tu en penses? Alors, oui, mais il faut se donner les moyens. Mmh. Parce que parfois les gens, ils veulent des choses, mais ils sont pas prêts à faire le sacrifice pour. Et Mmh. il y en a plein au quotidien autour de moi: «Ah, j'arrive pas à faire ça, j'arrive pas à faire ci, j'arrive pas à faire ça». Je fais: «OK, tu te donnes les moyens de le faire, tu fais les sacrifices nécessaires ou pas?» «Oui», je fais: «Tu fais quoi le week-end?» «Bah, je sors et tout». Je fais: «Le week-end, c'est quand même 2 jours que tu peux faire en dehors de tes heures de boulot pour faire quelque chose. Arrête de sortir ou arrête de voir tes amis, sacrifie un petit peu et tu de faire avancer les choses». Mais oui, donc quand on peut, enfin, on peut le Quand on faire. veut, on peut, ouais. Quand on veut, on peut, mais il faut se donner le sacrifice, il faut donner les moyens et l'envie de le faire. Heu, Ouais, je te rejoins. J'ai une question que je vais voler à mon ami, podcasteur Tim, qui a un podcast qui s'appelle Donne le rythme. Je le recommande d'ailleurs, parle beaucoup business. Hem, il demandait: «Qu'est-ce qu'on pourrait te reprocher?» hem, D'être perfectionniste Mmh. en permanence. Souvent mes équipes, je sais que c'est un peu pesant au quotidien parce que je suis toujours parfois derrière eux parce que Mmh. je suis très perfectionniste où je vois les choses où, tu sais quand c'est dans l'entreprise familiale, c'est ton bébé, tu Mmh. vois tout et voilà, tu es au quotidien à 100 dedans donc j'ai toujours quelque chose peut-être à dire. Mmh. Et tu arrives à rester à ta place? Genre, c'est pas mon département ou voilà, il y a quelqu'un d'autre qui est en lead de ça, qui est en charge de ça. Est-ce que tu arrives à rester à ta place? De Malgré que ce soit le business familial? Oui, j'arrive de plus en plus. Mmh. C'est quelque chose que je travaille sur moi au quotidien, Mmh. où, c'est important que quand tu as des équipes, de leur faire confiance. Chacun a son département, donc tout le monde doit travailler un peu en synergie, mais je dois pas faire du micromanagement. Ouais. Au début, j'avais plus de mal parce que j'étais souvent dans le contrôle et maintenant je travaille beaucoup sur moi, pour vraiment lâcher, prise, et au final, ce qui me permet de lâcher prise, c'est que j'ai des équipes, formidables. Donc si tu as des bonnes équipes, des collaborateurs où on avance, qui mettent l'énergie, ça te permet aussi de lâcher et naturellement l'entreprise va dans le droit chemin. Ouais. Dernière question, Alex. Est-ce que toi, tu as un mentor? Bien sûr, mon mentor, c'est mon père. Ça c'est clairement mon père depuis que j'ai commencé, Mmh. depuis le plus jeune âge, mon père m'accompagne, tous les jours. Tu es fière de lui? À 100%, à Mmh. 100%. Merci beaucoup, Alex, c'était passionnant. Merci Chloé.